Bonjour Pascal Bruckner. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi à l'occasion de la sortie de votre nouvel essai consacré à ce que vous considérez comme l'une des maladies de notre temps, la pathologie victimaire. Ce livre absolument remarquable s'intitule « Je souffre donc je suis », portrait de la victime en héros. C'est publié chez Grasset. Pascal Bruckner, qu'est-ce qui dans nos démocraties favorise et alimente cette obsession victimaire ? Est-ce que c'est consubstantiel à ce régime politique ? Alors, c'est consubstantiel à la démocratie de plonger les citoyens dans l'insatisfaction, puisque la démocratie est supposée être l'amélioration constante du sort de chacun, et donc nous sommes toujours fondés à exprimer nos doléances. D'ailleurs, la Révolution française a commencé avec un cahier de doléances, et dans tous les pays démocratiques, les gens sont malheureux consubstantiellement, mais à des degrés divers. Et donc, il y a un certain état de vraisemblance dans la plainte, dans le malheur. Et je crois que nous avons franchi depuis longtemps les limites normales du mécontentement. Comment c'est transformé en pathologie ? Alors, ça s'est transformé en pathologie après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un phénomène assez simple, je pense. C'est quand, après 1945 et au milieu des années 70-80, la figure du déporté, c'est-à-dire de la victime absolue, s'est substituée à celle du résistant, du maquisard. Et soudainement, nous avons eu là une sorte de révélation d'un abîme de souffrance extrême qui a fini par pousser chaque personne malheureuse ou chaque personne souffrante à aligner son sort sur celui du concentrationnaire, de l'homme ou de la femme en pyjama rayé, qui sont devenus des modèles, presque des modèles à suivre, ou en tout cas des modèles sur lesquels aligner son propre comportement. Quitte à faire taire de véritables victimes parfois. Oui, alors quitte à faire taire les victimes et quitte surtout à exagérer son malheur. Et donc, on voit que aujourd'hui, dans certains combats qui sont menés, les gens n'hésitent plus à se comparer à la Shoah. Je cite dans le livre Adèle Haenel, dont un universitaire dit qu'elle a eu un comportement d'une dignité comparable à celui de Primo Levi ou de Robert Antelme. Et on est quand même un peu interloqué par cet accaparement, cette appropriation, là pour le coup symbolique, du statut de déporté. Car quelles que soient les souffrances endurées par certaines femmes, je ne pense pas qu'elles se comparent à celles de ce qu'a connu Simone Veil ou d'autres gens qui ont été dans les camps de concentration nazis ou au goulag. Mais c'est cette mentalité qui est intéressante, qui fait que finalement, le juif, pour ne pas le nommer, est devenu le modèle, et comme il est le modèle, il est l'obstacle qu'on va vouloir éliminer. Et donc on peut dire que depuis 40 ou 50 ans, une bonne partie du combat politique dans les pays occidentaux et à l'extérieur des pays occidentaux consiste à chasser les juifs de cette espèce d'éminence morale où ils étaient situés et à mettre à la place d'autres peuples. Alors, c'est les Afro-Américains aux États-Unis avec Black Lives Matter, c'est les colonisés, c'est les descendants d'esclaves, et puis c'est aujourd'hui les Palestiniens, mais ça fait longtemps que ça dure. Et on va y venir dans un instant. L'Assemblée nationale a voté hier, en première lecture, une proposition de loi visant à sanctionner la discrimination capillaire, notamment au travail, un texte proposé par le député guadeloupéen Olivier Servat, membre du groupe Lyot. Précisons que la Cour de cassation avait déjà condamné la société Air France en 2022 pour une différence de traitement discriminatoire relatif au port de tresses afro par un de ses stewards. Le projet de loi voté hier peut également concerner les roux, les blonds, voire les hommes chauves. Pascal Bruckner, quelles sont les conséquences de cette pathologie, de la reconnaissance sur la conduite des affaires publiques et sur les attentes aussi des opinions publiques à l'égard de leurs gouvernants ? Là, je crois qu'on est dans la perversion d'un combat qui est un combat extrêmement noble, le combat contre le racisme, contre les discriminations. Et donc là, maintenant, c'est les cheveux. Demain, ce sera quoi ? La longueur du nez, les oreilles. C'est sans limite. C'est sans limite. Et alors, c'est vrai à gauche, hein, donc la discrimination capillaire, la couleur des yeux, et puis c'est vrai aussi à droite, puisque j'ai vu que Marine Le Pen avait accusé Aya Nakamura d'humilier les Français, enfin, si elle chantait. Donc chaque camp, à sa manière et dans ses traditions propres, entonne sa petite musique de la victimisation pour attirer l'attention publique. Et c'est un peu dommage. Et encore une fois, on dégrade les grands combats des Lumières
qui sont parfaitement légitimes, parce qu'il faut toujours distinguer deux choses. Le souci de la victime, c'est l'honneur de la civilisation. C'est l'héritage judéo-chrétien, c'est la figure du Christ, notamment l'esclave qui se dit le fils de Dieu. Mais la victimisation, c'est une stratégie d'accaparement de ces grandes figures, en essayant de s'envelopper dans la toge du damné de la terre ou du réprouvé. Et là, c'est évidemment, c'est quelque chose de tout à fait condamnable, parce qu'on en arrive à des choses aussi grotesques que la discrimination capillaire. Enfin, je trouve. Alors, est-ce qu'il faudra que les chauves remettent des perruques? Enfin, je ne sais pas où on va, mais en tout cas, on ne va pas dans la bonne direction. On est dans une sorte de délire de persécution qui ôte au vrai combat leur propre sens. Sur la scène internationale, la victime absolue aujourd'hui, c'est le Palestinien. Ah ben alors, donc ça fait un demi-siècle au moins que ce combat est engagé. Je l'avais signalé dans le Sanglot de l'homme blanc, déjà sur l'angle de la victime. Au début des années 80, c'est ça? Les années 83, oui. Vous n'étiez pas né, mais... Je suis signalé d'après. Ben voilà, vous avez de la chance. Et donc, il y a longtemps que le combat au Proche-Orient israélo-palestinien n'est pas un combat pour un même territoire par deux peuples, ce qui est un combat, je dirais, géographique ou territorial. C'est au contraire un combat symbolique pour arracher aux Israéliens la couronne du paria et pour la poser sur la tête du Palestinien. Et vous citez cette phrase incroyable de l'intellectuel palestinien, américano-palestinien Edward Said, qui se présentait en 2000 comme, je cite, un juif palestinien. Il y a ici une forme de reformulation du virus Israël chrétien qui a 2000 ans. Oui, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que on voit qu'après la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre d'auteurs chrétiens très sensibles à la Shoah, Paul Claudel, François Mauriac, ont expliqué que le déporté dans les camps de la mort avait incarné la véritable figure du Christ. Mais en 74, Georges Montaron, qui dirigeait Témoignages chrétiens, un journal qui n'existe plus, qui est un journal de gauche, dit que en Palestine, Jésus a pris les traits de l'arabe humilié par l'occupant israélien. Et, ce qui fait que cette figure d'éminence, on peut la renverser à tout moment et on peut y mettre n'importe qui à la place du juif, puisque précisément c'est une figure mobile et c'est une malédiction pour la compréhension du conflit. Mais c'est aussi une malédiction pour les Palestiniens, à mon sens, parce qu'au fond, ce qui empêche l'établissement d'un État palestinien depuis tant d'années, c'est que tous les amis de la Palestine, à savoir en gros la gauche et l'ultra-gauche américaine et européenne, planqués dans ces bastions universitaires ou médiatiques, ne cessent d'encourager ce peuple à aller jusqu'au bout, à ne jamais céder, à ne jamais accepter de compromis, à plaider l'extrémisme, ce qui explique pourquoi Yasser Arafat a refusé les accords de Camp David en 2000. Pourquoi même le plan que l'on peut juger critiquable de Donald Trump il y a quelques années... C'est l'accord d'Abraham. Oui, l'accord d'Abraham. On pouvait le juger peut-être ridicule, on l'a jugé ridicule, mais après tout, en comparaison de ce qui se passe aujourd'hui et du sort des Palestiniens, en tout cas à Gaza, ce plan aurait été peut-être meilleur. Donc, le jusqu'au-boutisme des leaders palestiniens est encouragé par les faux amis de la Palestine que sont aujourd'hui les innombrables gauchistes soutiens du Hamas, bien sûr. Pascal Brogniart, est-ce que vous voyez justement la confirmation de votre thèse dans la perpétuation du statut de réfugié palestinien de génération en génération depuis 1948, en particulier dans le cadre de l'action de l'agence onusienne de l'UNRWA? On dénonce une situation dont on souhaite finalement le maintien pour accuser Israël. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, voilà, de même qu'il y a transmission héréditaire du statut de victime de père en fils et du statut de bourreau. Et là, il y a perpétuation du statut de réfugié, ce qui permet effectivement d'attirer un certain nombre de capitaux et de ne jamais envisager une solution pérenne. Moi, je suis très frappé par les mots qu'avait prononcés le poète palestinien Mahmoud Darwish, qui est mort en 2008, où il disait... En gros, je cite de mémoire, merci aux Israéliens de nous tuer et de nous attaquer, parce que si nous étions tués par des Arabes, personne ne parlerait de nous. Et en réalité, on voit bien que tout ce conflit, qui est un conflit tragique, personne ne dit le contraire, et tout le monde aspire à une paix négociée et à une solution politique. Ce conflit n'existe que parce que ce sont des Juifs. S'il s'agissait d'une querelle territoriale entre deux pays arabes,
personne ne se soucierait de ce qui se passe. D'ailleurs, on voit bien que les 400 000 morts du conflit syrien, les 370 000 morts du conflit yéménite, là aussi, n'ont éveillé qu'une compassion limitée de la part de nos élites. Mais au Moyen-Orient, l'Europe vient liquider ses comptes avec la mauvaise conscience de la Shoah. Après le 7 octobre, la compassion pour les victimes israéliennes a duré quelques jours, quelques semaines en fonction des pays. Mais écrivez-vous, Pascal Bruckner, ce fut le coming out judéophobe le plus massif de ces dernières années, surtout à l'extrême gauche, parce qu'il aurait été insupportable de reconnaître dans la figure de l'Israélien perçu comme l'oppresseur, cette fois-ci une victime de celui qui est perçu comme le plus faible, à savoir le Palestinien. Voilà, c'est ça, oui. On a procédé à une inversion des valeurs, d'autant qu'on sait que les victimes dans les kibboutz, je suis allé à Be'eri il y a un mois et demi, étaient des gens plutôt de gauche, plutôt pacifistes, qui d'ailleurs engageaient des travailleurs palestiniens de Gaza, lesquels d'ailleurs ont parfois donné les plans du kibboutz et les horaires des occupants à ceux qui ont envahi Israël le 7 octobre. Et donc, effectivement, il y a non seulement le 7 octobre n'a pas suscité de compassion de la part de la gauche, de l'extrême gauche ou de certaines franges de l'extrême droite, mais elle a accru la haine des Israéliens et des Juifs. Alors, la grande différence, me semble-t-il, de traitement dans ce domaine, quand a lieu un attentat dans nos pays perpétré par des islamistes radicaux, personne, en Europe en tout cas, ne va tirer sur des mosquées, lyncher des musulmans ou les menacer de mort. Quand a lieu un attentat contre d'Israéliens le 7 octobre, immédiatement, toute une partie de la population s'en prend aux Juifs et a envie, puisqu'on en a tué en Israël, tiens, si on en tuait quelques-uns en France. Multiplication par 1000 des actes antisémites en France entre octobre et la fin du mois de décembre. Oui, absolument. Multiplication exponentielle. Et on sait bien qu'en Angleterre ou aux États-Unis, alors là, il y a une particularité du monde anglo-saxon. Une partie de l'opinion est très remontée contre les Israéliens et contre les Juifs en général. Le Point a titré la semaine dernière sur Londres, qui était une no-go zone, donc une zone où ne pouvaient pas aller les Juifs. Ce qui donc, au lieu d'une réaction de pitié ou de compassion, on a là une accélération de la haine, une intensification de la haine. Alors heureusement que les institutions tiennent, heureusement que la police protège les écoles juives, les synagogues, mais c'est un phénomène qui est renversant à tous les sens du terme. C'est un phénomène qui va à l'encontre de toutes les valeurs que prônent en principe la gauche et l'extrême gauche. Et donc, mais qui mise tout sur le cheval palestinien. Et encore une fois, la tromperie vis-à-vis des Palestiniens, si on se soucie du sort de ce peuple, c'est qu'on les confond avec le Hamas, alors qu'on sait très bien que le Fatah, l'autorité palestinienne, a des relations exécrables avec le Hamas, et qu'en 2007, il y a eu une mini-guerre civile à Gaza, on a jeté les militants du Fatah du haut des immeubles, on les a tués, il y a eu plusieurs centaines de morts, mais on va répétant comme des perroquets, libérer la Palestine. J'étais hier à Bruxelles, alors là, tous les murs sont criblés de slogans. Qui appellent à l'effacement d'Israël, parfois. Qui appellent à la négation d'Israël, oui, de la rivière de la mer au Jourdain. Et évidemment, personne ne sait de quelle mer il s'agit, de quel fleuve exactement. Mais oui, c'est l'effacement d'Israël, comme s'il y avait là une sorte de tumeur coloniale à travers laquelle l'Europe tente d'exorciser à la fois ses aventures impérialistes de jadis et son rôle dans l'exécution de la Shoah entre 40 et 45. Donc, il y a un enjeu symbolique énorme, mais qui, à mon avis, est totalement fou. Merci beaucoup Pascal Bruckner d'avoir été avec nous pour nous présenter votre nouvel essai publié aux éditions Grasset. Ça s'intitule « Je souffre donc je suis, portrait de la victime en héros » et c'est passionnant, merci à vous. Merci beaucoup.